Putain, calme-toi, Tebboune. Je sais que j'avais promis que je parlerais plus d'Algérie. J'ai même dégagé Retailleau, s'il te plaît. Mais c'est bon, on m'excuse. Parler de l'actualité, encore une fois, dès qu'il y a un problème en France au niveau de la politique ou de tant d'autres choses, l'une des solutions est de parler de Poutine ou de l'Algérie. On n'y coupe pas, vous le savez, il y a le gouvernement de Lecornu 2 qui est de retour et va devoir taper dans la caisse. C'est horrible, c'est-à-dire que la note de la France a été dégradée, c'est aujourd'hui, enfin hier qu'on l'a appris, et donc à ce moment-là, vous pouvez voir énormément d'articles. Encore une fois, Macron, lui, ce qu'il veut, c'est durer le plus longtemps. C'est faire du débat, du débat. Peu importe qui gagne. En fait, leur but, écoutez-moi bien, le but de ces gens-là, c'est de gagner du temps. Pendant ce temps, ils sont en train de vider les caisses de la France. Alors, d'un seul coup, ils critiquent l'Algérie, donc après ça débat, ça polémique, etc. Mais il y a une autre solution, c'est de dire du bien de l'Algérie. D'un seul coup, Macron va dire quoi? Franchement, l'Algérie, c'est bien mieux que la France. Oh mon Dieu, le président français dit que l'Algérie, c'est bien mieux que la France. Et donc, t'as des gens qui vont te dire, c'est ignoble, démission, machin. Et pendant ça va parler. Mais en fait, comprenez bien une chose, les Algériens, ils en ont strictement rien à battre de ce qu'ils se disent en France, en bien ou en mal. Le but, c'est de gagner du temps, parce que pendant ce temps, vous n'appelez pas à la démission d'Emmanuel Macron, vous n'appelez pas au référendum, vous n'appelez à rien, juste vous commentez sur Twitter, on vous fait commenter, on vous fait débattre. Voilà, vous êtes bien content. C'est pour ça qu'on a inventé un truc qui s'appelle les manifestations, vous savez, les manifestations. Alors, il y a deux types de manifestations. Il y a la manifestation qui réclame des choses où c'est concret, et il y a les manifestations par le système et par les syndicalistes. C'est-à-dire, vous savez, on vous met des merguez, les fameuses merguez de chez Hamid, tu vois, les merguez de chez Hamid, on vous met de la musique, on danse, etc. Par exemple, c'est comme la Palestine. Vous avez vu énormément de manifestations pour la Palestine où ça mangeait les merguez, ça dansait, il y avait de la musique. Voilà. Alors que normalement, une véritable manifestation, c'est dit comment on s'organise. On boycotte qui? On boycotte quelle société? On boycotte comment? À partir de maintenant, tous les médias sionistes, on va les boycotter. On va aller que dans les médias alternatifs qui soutiennent vraiment, et on va les mettre en avant. Tu vois? Non. Moi, quand j'ai été censuré pour mes propos, il y a eu personne qui m'a soutenu. On est bien d'accord. Donc, vous voyez bien que tout ça n'est que du théâtre. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot: si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Les relations franco-algériennes. Oh là là, c'est un vrai feuilleton diplomatique, ça ne s'arrête jamais. On est toujours tenu en haleine. Et là, ces derniers temps, on sent que l'intensité, elle monte encore d'un cran. L'Algérie revient fort sur la scène médiatique et politique aussi en France. Oui, tout à fait. Et ce retour, c'est intéressant de noter quand il arrive. On a un contexte intérieur français, assez agité. Remaniement ministériel, des tensions sociales qui persistent, la note financière du pays qui, inquiète un peu. C'est presque un classique, on dirait. Exactement. C'est un schéma qu'on a déjà vu. Quand ça tangue un peu à Paris, hop, les projecteurs se tournent vers Alger, ou parfois Moscou, c'est vrai. Est-ce que c'est un dérivatif commode? La question se pose. Oui, on peut se la poser. Et au cœur de cette agitation actuelle, ce qui frappe, c'est cette impression de grand écart permanent. D'un côté, on entend des voix politiques, prenons Jordan Bardella par exemple, qui crie carrément à l'humiliation, qui accuse la France de se mettre à genoux. Et de l'autre, on a une réalité diplomatique, économique aussi, qui est bien plus complexe, beaucoup plus sinueuse. Chaque geste est calculé, et les réactions d'Alger, elles semblent peut-être moins impulsives qu'on veut bien le dire parfois. C'est exactement ça notre objectif aujourd'hui. Essayer de sonder un peu ces profondeurs, aller au-delà de la rhétorique, des mots qui claquent, pour essayer de saisir les vrais enjeux derrière tout ça. Comment la politique intérieure française se sert de cette relation? Oui, voilà. Quelles sont les conséquences économiques qui se cachent derrière ces passes d'armes diplomatiques? Et comment on navigue dans ces paradoxes apparents? Faut vraiment essayer de regarder derrière le rideau, dépasser les déclarations officielles. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet avec un épisode tout récent qui a fait beaucoup parler. Le 17 octobre dernier, à Paris. La scène est presque surréaliste. D'un côté, on a le procès, très médiatisé, d'une ressortissante algérienne sous OQTF pour un crime terrible. Oui. Et au même moment, ou presque à quelques kilomètres de là, l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, il participe, sur instruction directe de l'Élysée, à la commémoration des victimes algériennes du massacre du 17 octobre 1961.
Franchement, est-ce que c'est pas le comble du cynisme diplomatique? Ou alors une sorte de schizophrénie politique qu'on assume? Cynisme, peut-être bien, mais calcul stratégique, ça c'est certain. Il faut voir que ça arrive après des mois de relations glaciales entre Paris et Alger. Donc la présence de l'ambassadeur, c'est un signal, c'est fort. Une tentative de réchauffement, une main tendue, ou du moins l'image d'une main tendue. D'accord. Mais il faut replacer ce geste. L'idée qu'on entend souvent en France, des provocations algériennes à répétition, honnêtement, ça tient pas vraiment la route quand on regarde de près. Ce sont plutôt certaines actions françaises, des paroles qui ont été perçues comme blessantes, un certain manque de considération peut-être, qui ont provoqué des réponses très concrètes d'Alger. Des réponses concrètes. Vous parlez des contrats qui ont été annulés, hein? Parce que c'est vrai, au-delà des symboles, des commémorations, il y a une réalité économique. Et celle-là, on en parle moins dans les débats passionnés. Exactement. Et cet impact économique des frictions, il est loin, mais alors loin d'être négligeable. On parle de pertes pour les entreprises françaises qui se chiffreraient en dizaines de milliards d'euros. C'est énorme. Des dizaines de milliards. Oui, un manque à gagner colossal. Ça pèse sur la balance commerciale et ça pourrait même expliquer, c'est ce qui se murmure dans certains cercles, une partie de la recherche de nouvelles taxes en France. Vous savez, cette fameuse taxe sur les colis. Ah oui, les 2 € par colis. Voilà. Il y a une analyse assez directe qui circule. Le prix qu'on paie économiquement aujourd'hui, c'est la conséquence d'un certain mépris qui a été affiché envers Alger par le passé. Pour le dire crûment, on paie les pots cassés d'avoir craché sur l'Algérie. Ce qui nous ramène à la réaction de Jordan Bardella, très épidermique, qui accuse Macron d'humilier la France. Est-ce que c'est juste une posture politicienne pour flatter un électorat sensible à ce discours de l'honneur perdu, ou est-ce que ça touche quelque chose de plus profond, une peur diffuse de déclassement ? C'est d'abord, je pense, un discours politique qui surfe sur l'émotionnel, sur la fierté nationale. C'est une notion puissante, mais souvent elle est un peu déconnectée des intérêts stratégiques, économiques réels. D'ailleurs, c'est frappant de voir le contraste avec d'autres dirigeants. On peut citer Poutine ou même Tebboune, qui eux semblent beaucoup plus axés sur les retombées économiques concrètes pour leur pays. C'est vrai. Il y a une ironie un peu mordante dans cette tendance française à parfois mettre en avant l'honneur abstrait, la posture, plutôt que le pragmatisme économique ou tout simplement l'efficacité. Ça fait penser à cette blague un peu cruelle sur notre système de santé. On préfère dire qu'on a le meilleur système du monde, même si on attend des heures aux urgences, plutôt qu'avoir un système efficace, rapide, même s'il est moins glorieux sur le papier. Donc, si je résume votre pensée, derrière les grands discours sur l'honneur de la France qui seraient bafoués, il y aurait surtout la douleur bien réelle, des contrats perdus et du coup, une nécessité économique de renouer le dialogue, quitte à faire des gestes symboliques forts. C'est une clé de lecture essentielle, oui. Le coût économique des tensions est juste devenu trop lourd pour être ignoré. Ça explique en grande partie cette volonté de Paris de relancer la machine diplomatique, même avec des actes symboliques forts, comme cette présence de l'ambassadeur le 17 octobre. L'économie, bien souvent, elle impose sa loi à la diplomatie, même si on préfère habiller ça avec l'histoire et la mémoire. Parlons d'un autre dossier chaud, les OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français. On entend souvent, c'est presque un refrain, que l'Algérie refuserait systématiquement de reprendre ses ressortissants. C'est vraiment ça la réalité ou c'est une simplification un peu trop facile ? Il y a des questions administratives, des délais, et puis sans doute aussi une part de rapport de force politique, il ne faut pas se le cacher. Et de la même manière, cette idée qui revient sans cesse qu'il faudrait une repentance algérienne pour que les relations se normalisent, Alger s'est perçu comme un levier politique purement français, une sorte de chantage mémoriel. Et l'Algérie d'aujourd'hui, elle ne semble plus du tout disposée à jouer ce jeu-là. Ni à céder sur les OQTF, sans garantie et sans respect des procédures. C'est aussi une façon d'affirmer sa souveraineté. Ce qui laisse penser qu'il y a une évolution dans la manière dont la relation est perçue. Certains observateurs disent qu'à Paris, on a du mal à sortir d'une vision un peu post-coloniale, un peu teintée de cette France-Afrique, dont Alger, justement, ne veut plus du tout entendre parler. Est-ce que Macron aurait mal jaugé son interlocuteur algérien ? C'est une thèse sérieuse, oui. Il semble même qu'il y ait eu une mise en garde assez directe du président Tebboune à Emmanuel Macron. Le message, en substance, c'était « le respect mutuel, c'est la base de tout ». Et le respect du droit international aussi, là, l'allusion au dossier très sensible du Sahara occidental est assez claire. D'accord. Et en voulant peut-être ménager la chèvre et le chou, ou en sous-estimant la détermination algérienne, Paris aurait pris le risque de se fâcher à la fois avec Alger et avec Rabat. C'est un peu l'illustration du danger de naviguer avec une vieille boussole, une boussole héritée d'une autre époque.
Et dans ce contexte tendu avec les deux grands voisins du Maghreb, comment on doit comprendre l'annonce de la vente de 18 TGV français au Maroc? C'est un succès commercial qu'il faut fêter ou c'est une manœuvre plus compliquée? L'interprétation qui circule dans certains milieux d'analyse, c'est celle d'une opération de diplomatie économique assez habile, voire cynique pour certains. Le Maroc est lourdement endetté, il n'aurait pas vraiment les moyens de financer cet achat directement, donc le montage financier reposerait au final sur la garantie de l'État français, c'est-à-dire sur la dette française. Ah oui, quand même. L'objectif caché, ce serait d'assurer de la charge de travail pour les usines françaises d'Alstom, de calmer les syndicats et donc d'acheter une sorte de paix sociale en France. Une décision de politique étrangère qui serait dictée par des considérations de politique intérieure finalement. Le coût réel pour nos finances publiques, ça reste à évaluer. Et ça pose aussi la question du traitement différent des partenaires maghrébins, peut-être lié à la perception de l'influence politique de leur diaspora en France. On voit bien, oui, comment la politique intérieure française vient constamment s'inviter dans ce dossier algérien. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on prête souvent à Ségolène Royal qui revient « L'Algérie, ce serait la diversion parfaite à chaque fois que la France traverse une zone de turbulence chez elle. Crise sociale, polémique, difficultés économiques. Est-ce qu'Alger est devenu le paratonnerre idéal ou les grandes fumées parfaits pour cacher les mots français ?» C'est une hypothèse qui revient souvent et elle est troublante, c'est vrai. L'idée que focaliser l'attention des médias sur l'Algérie, que ce soit en positif ou en négatif, ça permettrait d'éviter de parler des problèmes structurels français. Une façon de gagner du temps, de détourner le regard. Et cette stratégie de diversion possible, elle fait écho à des inquiétudes bien plus profondes sur l'état de santé de la démocratie française elle-même. Des inquiétudes qui sont relayées par des personnalités parfois surprenantes, comme Alain Juppé. Alain Juppé. Qu'est-ce qu'il craint exactement? Il s'inquiète assez ouvertement d'une possible glissade vers ce qu'il appelle une démocratie illibérale, voire une dérive autoritaire. Il se base, entre autres, sur des témoignages de jeunes qu'on a pu lire dans la presse, qui exprimeraient une sorte de fascination pour des leaders autoritaires. Il nous faudrait un Poutine, Trump au moins, lui, il agit. La démocratie, ça marche plus. C'est inquiétant comme propos. Oui, ce sont des phrases qui traduisent une désillusion profonde vis-à-vis du système démocratique actuel et une aspiration un peu confuse à un pouvoir plus vertical, plus efficace, en apparence du moins. Forcément, ça fait penser à De Gaulle, la figure tutélaire qu'on invoque souvent. Militaire, oui, mais il est parti après avoir perdu un référendum. Aujourd'hui, on a l'impression que certains dirigeants ignorent un peu le verdict des urnes, ou s'accrochent au pouvoir même quand leur légitimité populaire est écornée. Est-ce que c'est ce sentiment d'impuissance démocratique qui nourrit ce désir d'autoritaire, et qui rend du coup les stratégies de diversion encore plus tentantes ? C'est exactement le lien que certains font. Cet appel à un Poutine ou à un Tebboune, ce serait pas tant une adhésion idéologique qu'un symptôme. Le symptôme d'un désir de voir des dirigeants agir de manière décisive pour les intérêts du peuple tels qu'ils sont perçus. C'est une critique en creux d'un système politique français qui est jugé par certains comme déconnecté, impuissant, voire même nuisible à ses propres citoyens. Et cette perception, elle est renforcée par le sentiment que les formes de contestation traditionnelles, comme les manifestations, sont devenues des sortes de rituels un peu inoffensifs. On parle des manifs merguez, tandis que d'autres leviers, comme le boycott économique ou le soutien à des voies alternatives, ont du mal à émerger. Parfois même freinés par une forme de censure douche sur certaines plateformes en ligne. Alors, face à cette relation franco-algérienne, qui a l'air complètement dans l'impasse, qu'est-ce qui reste comme option? On a entendu une suggestion assez baroque, on va dire, attribuée à Louis Sarkozy, qui a été beaucoup moqué, demander à Donald Trump d'intervenir auprès d'Alger. Bon, au-delà de l'anecdote, qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit d'une partie des élites en France? C'est du désarroi. Ça traduit surtout une méconnaissance, mais alors abyssale, de la psyché politique algérienne d'aujourd'hui. Ou alors oui, un aveu d'impuissance assez spectaculaire. Imaginez qu'une intervention extérieure, américaine en plus, puisse débloquer quoi que ce soit, ça relève de la pensée magique, soyons clairs. La réponse logique, et sans doute la seule voie réaliste, ce serait la négociation directe, d'égal à égal. Et des sujets de discussion, il y en a? Comme quoi, par exemple? Quels pourraient être les leviers pour une négociation directe? Il y a un dossier sensible qui revient souvent. Celui des anciens hauts responsables algériens qui ont été condamnés pour corruption massive dans leur pays et qui ont trouvé refuge en France, parfois en profitant tranquillement de leurs biens mal acquis ici. Alger demande leur extradition. Ah oui, ce dossier. Accéder à ces demandes, ou au moins ouvrir des négociations sérieuses là-dessus, ça pourrait être un geste fort. Un geste basé sur la justice et le respect mutuel.
Mais attention, il faut être très clair, hein. Sur les questions qui touchent à sa souveraineté, à son histoire, à sa dignité, l'Algérie actuelle semble absolument déterminée et intraitable. C'est pas Trump, ni Sengoku d'ailleurs, qui la fera plier sur ce qu'elle considère comme des principes non négociables. On sent bien que ce dossier algérien, c'est une braise qui couve en permanence sous la cendre. D'ailleurs, certains prédisent un nouveau déballage médiatique ou politique pour bientôt. Face à ce qui ressemble de plus en plus à un théâtre d'ombre, un jeu politico-médiatique, il y a une idée qui émerge, celle d'une discussion directe entre citoyens. Passer par-dessus les États, les intermédiaires. C'est une utopie ou c'est nécessaire? Utopique, oui, sans doute, si on pense à une mise en œuvre concrète à grande échelle. Mais nécessaire peut-être pour sortir de cette situation. Le diagnostic derrière cette idée est juste. Il y a une nécessité de court-circuiter les appareils politiques et médiatiques qui, d'un côté comme de l'autre, peuvent avoir intérêt à entretenir la flamme de la discorde, ou au minimum à maintenir une certaine confusion qui leur est profitable. C'est un appel à se reparler sans filtre déformant. Bon, si on essaie de résumer un peu cette exploration complexe, on a vu se dessiner plusieurs lignes de tension. Cette gymnastique très périlleuse entre les gestes d'apaisement diplomatique et les accusations d'humiliation nationale. Le bras de fer entre le pragmatisme économique, qui lui pousse plutôt au rapprochement, et le discours politique qui reste figé sur l'honneur. L'ombre aussi omniprésente de la politique intérieure française, avec ses crises, ses possibles stratégies de diversion, et puis cette inquiétude sous-jacente sur la vitalité de notre démocratie que ce miroir algérien nous renvoie peut-être. Oui, et l'idée qui ressort fortement, c'est que tout ce bruit, toute cette fureur autour de la relation franco-algérienne, ça pourrait bien être, en partie au moins, une stratégie pour gagner du temps. Une façon un peu sophistiquée d'éviter de regarder en face des problèmes bien français et peut-être bien plus dérangeants. Une sorte de brouillard artificiel qu'on déploie sur la scène politique. Et pour finir, une dernière interrogation pour nos auditeurs. Imaginons, par miracle ou par un effort de volonté, qu'on arrive à mettre de côté les postures politiques, les emballements médiatiques des deux côtés de la Méditerranée. Quelle conversation réelle, dépassionnée, constructive pourrait enfin avoir lieu entre la France et l'Algérie aujourd'hui? Et la question qui découle de ça, qui est peut-être la plus essentielle, quels acteurs, ici, en France, comme là-bas en Algérie, ont fondamentalement intérêt à ce que cette conversation directe, franche et qui pourrait être porteuse d'avenir, à ce que cette conversation n'ait jamais vraiment lieu.